Bonjour à tous. On va aborder aujourd'hui ensemble le sujet de l'infertilité masculine avec mes invités que j'ai le plaisir de vous présenter. François Vialard, qui est généticien au CHI de Poissy. Bonjour François. Bonjour Sandrine. Nicolas Chevalier, qui est gynécologue, andrologue à la clinique Saint-Roch à Montpellier. Bonjour Nicolas. Bonjour Sandrine. Et Nelly Sierowski-Planchard, qui est donc gynécologue, andrologue au CHI de Poissy. Bonjour Sandrine. Bonjour. On va aujourd'hui essayer de parler ensemble d'infertilité versant masculin. Et même si dans l'immense majorité des cas, la demande initiale, c'est souvent une patiente qui vient porter une inquiétude auprès de son médecin traitant, auprès de son gynécologue. Il faut effectivement avoir en tête que l'infertilité est un problème de couple et le professionnel de santé va devoir s'adresser à ce couple et donc à ce patient dès le début de la prise en charge. Et prendre en charge une infertilité, c'est voir un couple en consultation et poser un certain nombre de questions aux patients dès le début, prescrire éventuellement un certain nombre d'examens aux patients dès le début pour savoir dépister des infertilités masculines qui vont être importantes à connaître. On va commencer... diapo qui passe pas, voilà, par évoquer cette infertilité masculine et essayer de cibler quand est-ce qu'on va devoir s'alerter face à une situation. Dans les centres d'assistance médicale à la procréation, en gros, on va avoir dans 50% des cas, l'homme impliqué en partie ou en totalité. Donc c'est très important de dépister ces infertilités masculines tôt pour ne pas passer à côté de la moitié des problèmes. Du coup, je vais me tourner vers Nelly. Est-ce que tu pourrais nous cibler lors d'une première consultation? Quelles sont les grandes questions à poser, les antécédents principaux à essayer de rechercher pour gagner du temps? Oui, lors d'une consultation d'infertilité, il est important de s'intéresser à l'homme, de rechercher des éléments cliniques qui peuvent constituer des facteurs de risque d'infertilité et d'altération de la spermatogénèse, tels que des antécédents de cryptorchidie, en précisant le caractère uni ou bilatéral, est-ce qu'il y a eu un traitement, de quel type a été le traitement et à quel âge il a eu lieu, puisque une augmentation, une exposition à la chaleur des testicules de façon prolongée peut altérer les paramètres spermatiques, la spermatogénèse en elle-même, et plus le traitement est tardif, plus le retentissement peut être important et sévère. Il peut y avoir d'autres antécédents chirurgicaux comme des cures d'hernie inguinale. Et d'un point de vue plus médical, on va rechercher l'existence d'un cancer, et de toute prise de traitement gonadotoxique antérieur qui peuvent donc altérer la spermatogénèse. On va rechercher des antécédents médicaux tels qu'un diabète, une hypertension ou d'autres pathologies chroniques qui peuvent avoir aussi des conséquences sur la vie sexuelle, les dysfonctionnements érectiles ou éjaculatoires. On peut également rechercher des infections urinaires ou toute infection des voies urogénitales qui peuvent entraîner une obstruction ou des antécédents d'oreillons chez des patients non vaccinés. Et puis on va rechercher tous les traitements qui peuvent être qui peuvent avoir un impact en fait sur la spermatogénèse, tels que des antihypertenseurs, des neuroleptiques, des antidépresseurs ou des immunosuppresseurs. Et puis on va s'intéresser aussi aux antécédents familiaux. Est-ce que le patient a des antécédents familiaux d'infertilité, de fausses couches à répétition, de malformations in utero? Est-ce que le patient a dans sa famille des antécédents de pathologies génétiques connues, par exemple la mucoviscidose, entre autres? Et puis on va s'intéresser à l'aspect environnemental, mode de vie, exposition à la chaleur, aux toxiques. Voilà, donc c'est important de s'intéresser à l'homme et de ne pas le négliger dans le parcours d'infertilité du couple. On voit qu'il y a déjà beaucoup de questions finalement qui peuvent être posées lors de cette première consultation. Et au-delà de l'infertilité, est-ce que tous ces antécédents, tous ces facteurs de risque qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'ils peuvent être impliqués dans d'autres pathologies masculines, de cancer du testicule, de malformations urogénitales
Alors, on sait effectivement que durant le développement fœtal, il va y avoir tout l'environnement et pas mal de toxiques qui vont pouvoir altérer ce développement des gonades, donc des testicules, et du coup rendre des testicules moins fonctionnels, puisque les cellules de la lignée germinale vont être altérées, donc moins de quantité de spermatozoïdes, des spermatozoïdes souvent de moins bonne qualité, mais aussi les cellules structurelles du testicule, et du coup avec plus de risques de cancer du testicule, ça a été clairement démontré, et également des malformations urogénitales mineures, mais par exemple des testicules qui ont du mal à descendre au niveau scrotal, ou des problèmes d'hypospania. Donc ça a été clairement démontré, et on le sait que ce développement précoce fœtal peut aussi avoir des conséquences sur l'individu à naître, mais aussi sur les générations futures. D'accord, donc ça intègre effectivement tout un panel de pathologies. Et tu as un peu évoqué le côté environnemental, on va y revenir après, mais on entend souvent que la fertilité masculine serait en baisse, que le nombre de spermatozoïdes serait très, très diminué avec les générations. C'est quelque chose qui est réel, ça, dans notre Oui, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est récent. Hein. C'est-à-dire que les premières études datent depuis 10 ans, voire 15 ans. La première a été faite dans l'étude, je crois que c'était Cochin, qui avait regardé les donneurs et avait montré clairement une diminution en fait, de la qualité du sperme chez les donneurs, et ça a été confirmé par plusieurs études maintenant. Donc on voit très très bien l'impact en fonction du temps sur la qualité de la spermatogénèse. Alors après, effectivement, je crois que c'était très bien dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a probablement aussi une transmission de génération en génération, il y a probablement toutes les modifications environnementales qui vont avoir un impact, alors épigénétique, hein, excusez-moi sur ce terme très génétique, hein, mais c'est un petit peu... Mais c'est une transmission de génération en génération. Je pense que tout le principe de la DOAD aussi va dans le même sens. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un impact important de l'environnement avec une déclinaison importante de la spermatogénèse jusqu'à un certain niveau. Après, un couple, voilà, c'est un équilibre. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir une rupture d'équilibre entre un homme et une femme et que ce qu'on observe, nous, plus facilement chez l'homme, peut-être que ça se passe aussi chez la femme et qu'on va avoir de plus en plus de couples infertiles et avec effectivement des deux qui ont un impact. Et je pense qu'effectivement, l'homme une fertilité qui est quand même altérée. Diminuée. Oui. Donc raison de plus pour effectivement pas l'oublier au départ. Et donc si on a un message à retenir de tout ça, c'est effectivement que il faut pas passer à côté et que le bilan masculin il doit être fait dès le départ au risque de faire perdre du temps aux gens. Et donc il faut absolument y penser dès le début. On a commencé à pas mal parler effectivement d'environnement, de mode de vie. Comment, effectivement, c'est toxique, comment notre environnement va pouvoir impacter la qualité des spermatozoïdes de l'homme? Alors, c'est effectivement très important de s'intéresser à la question dès le début, comme l'a dit Nelly, François. Il va falloir, lors de l'interrogatoire, décliner effectivement toute cette exposition aux toxiques environnementaux et aux perturbateurs endocriniens qui sont maintenant bien connus, puisque que ce soit au niveau personnel, professionnel ou dans les occupations, les hobbies, tout ça, on va être perpétuellement exposé effectivement sur des toxiques qui pourront altérer cette fertilité. Donc dès le début, il va falloir bien interroger là-dessus, et ça c'est quelque chose actuellement qui n'est pas encore dans les pratiques professionnelles, où on a du mal, parce que c'est des choses que l'homme pourra faire lui-même, changer, et c'est important de pouvoir le responsabiliser très tôt sur ses attitudes qui pourront modifier et augmenter ses chances de fertilité naturelle, contrairement à la médecine de la reproduction qui ne pourra pas forcément traiter ces problèmes d'exposition toxique. Tout à fait. Et effectivement, il y a un toxique facile à identifier, c'est le tabac. Est-ce qu'on a quand même une tranche d'âge de patients en fertilité dont une bonne proportion va consommer du tabac? Est-ce que le tabac a un effet sur la fertilité masculine? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit sur le spermogramme quand on fait un spermogramme au laboratoire? Ça a un impact? Oui, tout à fait. En fait, déjà, il y a environ 35% d'hommes en âge de procréer qui consomment du tabac.
Et dans la fumée de cigarettes, il y a plus de 4000 substances chimiques qui peuvent altérer la spermatogénèse, la qualité des spermatozoïdes en elles-mêmes. Par exemple, les métaux lourds que l'on retrouve en quantité anormalement élevée dans le sang ou dans le liquide séminal peuvent altérer la concentration, la mobilité des spermatozoïdes. Et donc, toutes ces substances chimiques peuvent créer un état d'inflammation au niveau des glandes accessoires et un niveau de stress oxydatif. Donc oui, le tabac a un impact sur les paramètres spermatiques. On peut retrouver cela sur le spermogramme avec une concentration, une numération diminuée, une mobilité diminuée, une altération de la morphologie et un volume spermatique diminué. Mais parfois, on peut ne rien retrouver sur le spermogramme. Il peut ne pas y avoir forcément de retentissement immédiat. Ce qui est important de signaler quand même, c'est que l'homme a son rôle à jouer. Il n'y a pas que la femme qui doit arrêter de fumer, puisque le tabac, on sait que c'est un facteur de risque de fausse couche, au moins d'un facteur 2 en AMP. Et si on veut être rassurant, c'est quelque chose de réversible. Si l'homme arrête de fumer, ça va mieux ? Alors c'est délicat de prouver cela parce que, comme je vous disais, il n'y a pas forcément d'impact visible à l'œil nu. Et puis, parfois, même si on arrête, on ne va pas forcément tout de suite avoir une amélioration des paramètres spermatiques. Ça peut prendre du temps. Et on peut éventuellement faire un examen en seconde intention pour regarder la fragmentation de l'ADN au niveau des spermatozoïdes. Mais ce n'est pas du tout un examen de première intention. D'accord. Et donc, au-delà du tabac, on sait que les patients vont consommer éventuellement d'autres toxiques. C'est quelque chose qu'on retrouve. On connaît plusieurs toxiques. Il n'y a pas que le tabac. Et il y a plein d'addictions qui vont altérer cette qualité de la spermatogénèse. Ne serait-ce que le cannabis, bien sûr. Alors, là aussi, c'est controversé, comme disait Nelly, parce que sur l'examen de routine qui est le spermogramme, on ne va pas forcément voir, et plein de gens nous disent « mais mon ami fume du cannabis et il a des enfants ». Oui, bien sûr, mais on sait que s'il a un problème de fertilité, ça va accentuer la problématique. La chicha, qui est quelque chose de très médiatisé en ce moment, enfin un peu à la mode, on sait qu'une chicha, par exemple, c'est l'équivalent de 20 à 30 cigarettes de fumer une seule chicha. C'est un effet délétère considérable sur la spermatogénèse. L'alcool, bien sûr, les recommandations, c'est 2 verres 2 fois par semaine. On arrive facilement à cette consommation. C'est les recommandations de l'OMS. Alors, comme tu le disais, Sandrine, il faut quand même être rassurant sur l'effet quand même réversible de cette spermatogénèse qui est renouvelé sans cesse, contrairement à la femme où le stock d'ovocytes est de naissance, où là, tous les 3 mois, il va y avoir un renouvellement et du coup, un effet positif possible à l'arrêt de ces addictions. D'accord. Et donc, on a bien compris ces expositions où éventuellement on peut jouer un peu dessus, faire de la prévention, mais il y a aussi peut-être des patients qui ont une exposition professionnelle, environnementale, toxique, avec des activités ou des professions qui vont les exposer à des toxiques particuliers ? Oui, mais enfin, aujourd'hui, grosso modo, on connaît un petit peu les expositions aux différents toxiques. Je pense que les entreprises font extrêmement attention. Je pense que c'était vrai il y a quelques années. Maintenant, voilà, je pense que c'était très bien dit tout à l'heure par Nelly, c'est-à-dire que tout ce qui va être en relation avec une augmentation de température au niveau du scrotum va entraîner obligatoirement, en fait, peut entraîner potentiellement une altération de la spermatogénèse. Après, je pense qu'il n'y a plus maintenant de toxiques chimiques en tant que tels aujourd'hui dans les entreprises, parce qu'il y a beaucoup de précautions qui ont été prises, enfin du moins en France, je ne pense pas dans d'autres pays c'est comme ça. Donc voilà, les choses s'améliorent. L'examen clinique fait en amont par le gynécologue ou l'andrologue devra rechercher effectivement ces choses-là. Mais globalement, aujourd'hui, je pense que si quelqu'un prend un bain à 50 degrés tous les soirs, effectivement, c'est pas terrible. D'accord. Pas terrible. Il arrête et puis, comme disait très bien Nicolas, au bout d'un cycle de spermatogénèse, ça devrait retourner à la normale. Donc oui, il y a des précautions à prendre. Maintenant, voilà, il faut rester un petit peu raison gardée et il faut voir un petit peu les choses comme elles sont. Et puis surtout, au départ, l'examen du spermogramme va nous donner quand même beaucoup d'informations. Tout n'est pas réversible, malheureusement. Et
autre sujet, mais pas des moindres, le poids de nos patients, surpoids, voire obésité. On a l'expérience dans les centres d'AMP, de résultats dans les centres d'AMP qui sont altérés, moins bons quand le patient est en surpoids, il y a une moins bonne qualité embryonnaire, il y a des moins bonnes chances de grossesse. Donc on peut effectivement imaginer que le surpoids ou l'obésité va avoir un effet délétère sur la spermatogénèse. Ça, c'est une réalité ? Oui, tout à fait. En fait, l'IMC de l'homme impacte sur la qualité des paramètres spermatiques. Il y a plusieurs mécanismes. D'une part, l'augmentation de la chaleur en lien avec l'obésité et en lien avec l'inactivité prolongée. Il y a d'autre part des perturbations hormonales avec une diminution de la testostérone totale, des SHBG, une augmentation des taux d'œstradiol de par l'aromatisation de la testostérone dans les tissus adipeux, avec un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et puis il y a tout un phénomène d'état inflammatoire, de production de dérivés de l'oxygène qui impacte sur la qualité des spermatozoïdes. Et donc on sait que plus l'IMC de l'homme augmente, il y a une courbe en J, et plus la concentration des spermatozoïdes diminue, et d'autant plus si cette concentration de base est altérée. Le problème du surpoids, c'est aussi la qualité de l'alimentation. Le fait d'avoir une alimentation riche en sucre, en graisse, le sucre est vraiment un des ennemis. Les sucres rapides, raffinés, est vraiment un ennemi pour la fertilité. Et la façon de manger, des produits qu'on va choisir pour pouvoir manger, va avoir un effet effectivement directement impactant sur la qualité de la spermatogénèse. Après, on n'a pas parlé de l'activité physique, mais ça va de pair un peu avec le poids, et c'est très important d'avoir une activité physique régulière. Alors, le problème de la sédentarité, on le connaît, bien sûr, a un impact aussi directement le poids et la fertilité, mais aussi les problèmes excessifs de l'autre côté, les excès de sport, tous les sports endurants ou un peu, mais pas trop. Exactement, qui vont provoquer effectivement beaucoup de production de radicaux oxygénés qui auront un effet également délétère sur la qualité des spermatozoïdes, et également alerter tous les jeunes qui peut-être vont écouter cette émission sur l'utilisation dans les salles de sport de compléments alimentaires qui sont exactement très souvent des composés hormonaux qui vont avoir un effet inhibiteur de la spermatogénèse. Je pense qu'en fait, globalement, si on est d'accord, c'est l'hygiène de vie. Quand un couple est infertile, je pense que l'homme doit adopter une hygiène de vie qui permet d'avoir une spermatogénèse de qualité. Et ce que tu as bien dit, Sandrine, c'est que en fait, ça ne concerne pas que la femme. Il faut que l'homme soit impliqué dans le parcours infertile pour effectivement améliorer son hygiène de vie, pour favoriser l'ensemble des paramètres, puisque aujourd'hui, clairement, tout ça va avoir un impact sur la prise en charge. Et si on va plus loin sur la prise en charge en fécondation in vitro, on sait que les taux de fécondation, les taux d'évolution, de clivage et autres vont être altérés chez les hommes qui sont en fait en surpoids. Donc effectivement, c'est l'hygiène de vie. C'est l'hygiène de vie dans global, son ensemble. Bien sûr. Et sur la conception, puisqu'on sait que ça aura un impact aussi sur le développement de l'enfant à venir. Ce n'est pas que l'ovocyte, c'est aussi le spermatozoïde qui aura un impact sur ce développement et la santé de l'enfant à naître. Oui. Là, on raccroche effectivement ce concept des 1000 jours qui commence à effectivement être assez diffusé, de se dire que ce qui est important pour la santé future de l'enfant, ça va être l'année avant la conception, la grossesse et la première année de vie, et que dans ces 1000 jours-là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont pré-programmées, pré-inscrites, et que là-dedans, le mode de vie, l'hygiène de vie de l'homme, de la femme, mais aussi de l'homme, a un rôle prépondérant à jouer. Bien sûr. Alors, si une fois qu'on a évoqué cette infertilité masculine, les perspectives thérapeutiques par rapport à tout ça, on a bien compris qu'il fallait améliorer tout ce qu'on pouvait améliorer. Après, je voulais qu'on dise un mot du spermogramme, parce que c'est bien évidemment l'examen de première intention que le patient va faire, et c'est un examen qui est important et qui ne doit pas être fait n'importe comment pour pouvoir être interprété. Oui, je crois que c'est très important. Je pense que le laboratoire qui va faire cette analyse doit avoir une analyse de qualité.
Pourquoi ? Je pense que faire une numération spermatique ne posera pas beaucoup de problèmes, mais je pense qu'après, il y a d'autres critères qui doivent prendre en compte, la mobilité, la morphologie. Et je pense que ça doit vraiment être fait dans des laboratoires de référence, parce que on sait aujourd'hui que certaines indications, on va devoir changer notre approche. C'est-à-dire que si on retrouve que des spermatozoïdes immobiles ou que des spermatozoïdes avec la même anomalie morphologique, on sait aujourd'hui qu'il y a une prise en charge qui doit être différente. Donc, si on n'a pas un examen de qualité initial, eh bien, on aura une perte de temps. Alors, c'est vrai que la perte de temps pour un homme est peut-être moins problématique, mais en fait, je vous rappelle quand même que les patientes qu'on a aujourd'hui en infertilité ont un âge quand même qui est un petit peu augmenté, et que ça peut être problématique parce que si on décale de plusieurs cycles, eh bien, il peut y avoir un impact sur le futur. Donc, un examen de qualité pour pouvoir après mieux orienter effectivement les patients. Alors bon, c'est vrai qu'en génétique, nous on est très, très axés là-dessus, parce qu'un bon examen clinique avec un bon spermogramme va nous permettre, nous, de mieux orienter nos patients au niveau des examens génétiques que l'on a. Et on sait aujourd'hui qu'en fonction de tel ou tel type de spermogramme, on peut en fait récuser la prise en charge des patients. Et donc leur proposer dès le départ en fait, quelque chose qui sera différent par rapport à une prise en charge classique et faire gagner quand même plusieurs mois, voire plusieurs années, dès lors qu'un spermogramme est bien fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment un examen. Avoir un laboratoire spécialisé. Oui. Alors après, il n'y a pas que le laboratoire, il y a aussi les conditions dans lesquelles va être réalisé l'examen et donc bien informer effectivement l'homme qui va aller faire ce recueil, que c'est un recueil déjà sur place au laboratoire et pas à la maison. D'accord. Et dans certaines conditions, c'est-à-dire que si il a de la fièvre ou une maladie en cours, c'est pas le moment d'aller faire cet examen, qu'il faut réduire les délais d'abstinence et ne plus attendre 15 jours ou même une semaine, c'est beaucoup trop long pour faire un examen de sperme. On ne cherche pas à avoir une grande quantité de sperme, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va retrouver dans ce sperme et la qualité des spermatozoïdes. Et on sait que plus on va réduire le délai d'abstinence et plus on aura de chances d'avoir des meilleurs paramètres de qualité au niveau des spermatozoïdes. Mais en général, c'est vrai que les laboratoires de référence par rapport à ça font très attention à tous ces critères. Je pense que voilà, on est quand même maintenant, je pense, en France, très bien doté au niveau de ces laboratoires. Bon, maintenant, il y a d'autres choses qui se développent actuellement sur smartphone, où on peut faire son pseudo-spermogramme tout seul. Voilà, ça reste. Ça vaut quelque chose, ça ? Ça reste une indication. Maintenant, si on parle de prise en charge médicale, honnêtement, voilà, je ne dis pas que c'est un gadget, mais bon. Mais un peu quand même. Ok, donc un spermogramme de qualité qui va nous faire gagner du temps pour la suite et ok. Il y a un examen aussi qui pourrait être fait en même temps que le spermogramme, c'est la spermoculture. Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce qu'une infection peut causer une infertilité ? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire cette spermoculture ? La spermoculture ne va pas être de première intention. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Nelly, on va d'abord questionner s'il y a des points d'appel infectieux, on va prescrire la spermoculture, ou si on retrouve dans le spermogramme des paramètres inflammatoires, ou des agglutinats, des spermatozoïdes, là, on va effectivement orienter en recherchant une infection du sperme. Sur signe d'appel. Sur signe d'appel, tout à fait. Et bien commencer aussi, on parlait des conditions de recueil, de dire aux hommes de bien boire avant d'aller faire un spermogramme, parce que ça, c'est très important d'avoir une diurèse forcée un petit peu sur les quelques jours qui précèdent. Très bien. Et donc, je voulais qu'on dise un mot du rôle de l'andrologue, puisqu'on en a deux à cette table. Le médecin andrologue, quel va être son rôle et qu'est-ce qu'on va lui demander ? Est-ce qu'on peut traiter l'infertilité masculine ? On a souvent des patients qui nous disent « Mais docteur, comment améliorer mes paramètres du sperme ?» Eh ben, en quelque sorte, l'andrologue, c'est l'équivalent du gynécologue chez la femme. C'est un médecin spécialisé dans l'appareil génital masculin qui va traiter les problèmes de reproduction, d'infertilité ou des troubles sexuels. Donc, il va avoir pour rôle dans certaines situations de rassurer le patient, de lui donner des conseils et puis d'investiguer un petit peu plus en détail les troubles auxquels il sera confronté. Donc souvent on adresse un patient à un andrologue lorsqu'on a des altérations importantes au niveau du spermogramme, comme une absence de spermatozoïdes ou un nombre vraiment très, très diminué de spermatozoïdes ou une tératospermie monomorphe par exemple. Donc il va reprendre les éléments de l'interrogatoire pour rechercher les facteurs de risque, examiner le patient parce que souvent ils n'ont souvent pas été examinés alors que la femme a eu beaucoup d'examens jusqu'à présent. Donc on va
rechercher si on trouve une cause, par exemple, d'infertilité, en examinant les testicules, l'épididyme, à la recherche d'infections, de volume testiculaire diminué. On va rechercher s'il y a une intégrité au niveau des canaux déférents, par exemple, ou une présence de varicocèle. Et puis on va peut-être compléter le bilan spermatique, la spermiologie, réaliser des dosages hormonaux, demander une échographie. Des traitements, vous parlez de dosages hormonaux, tout ce qui est traitement hormonal, on peut booster un peu le... C'est effectivement dans une situation où on va retrouver une baisse de la production des spermatozoïdes, on sait qu'il y a des causes, des étiologies effectivement hormonales, où on va avoir une diminution des gonadotrophines, la FSH, la LH, qui sont les hormones qui vont stimuler la spermatogénèse et la production de testostérone. Et du coup, dans ces cas-là, oui, il y a une réelle indication médicale à traiter pour relancer la spermatogénèse qui n'est pas induite par l'hypophyse. Donc, il faut en premier lieu, effectivement, lorsqu'on aura une anomalie au niveau du spermogramme, pouvoir rechercher toutes les étiologies qui pourront être traitées avant d'envisager d'emblée une fécondation in vitro pour un problème masculin, et en plus des habitudes de vie et modes de vie dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a tout un travail à faire en amont de la prise en charge en médecine de la reproduction sur les hommes, et pas aller directement vers la facilité qui est la fécondation in vitro avec micro-injection. Et je pense que c'est important d'avoir une fécondation naturelle. Et alors, mis à part effectivement le problème personnel lié à la fécondation naturelle, vous imaginez bien, mais c'est surtout en fait que l'on sait très bien aujourd'hui que la prise en charge en AMP, enfin assistance médicale à la procréation, a un impact sur la descendance. On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on va modifier entre guillemets l'environnement naturel, eh bien, on va modifier après les 1000 jours dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, la fécondation in vitro, c'est une perturbation dans ces 1000 jours. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des techniques qui vont certes permettre d'avoir un enfant qui sera en bonne santé, mais qui aura des modifications légères par rapport à une grossesse naturelle. Donc l'objectif, effectivement, c'est toujours d'améliorer les choses. Et le premier message, c'est l'hygiène de vie. C'est une première chose pour bien améliorer les choses. Très bien. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, c'est que à la fois, il faut prendre en charge ce patient et ne pas perdre de temps, parce que, tu l'as dit, le temps, ça reste un élément prépondérant dans la fertilité, surtout pour la femme, mais qu'il ne faut absolument pas lui faire perdre de temps et que dépister rapidement ces infertilités masculines, c'est important pour pouvoir dépister les cas qu'il va falloir orienter vite vers des centres spécialisés, parce que ça ne sert à rien de ne pas les prendre en charge. Et en même temps, il faut être assez humble et se dire que la procréation médicalement assistée, ce n'est pas une baguette magique. Et que on sait tous que dans nos centres d'AMP, malheureusement, il y a des couples qui repartiront sans enfants et qui ne verront pas leur projet couronné de succès. Donc, tous ces éléments qu'on va pouvoir améliorer, et on l'a dit et redit, qui vont impacter et la fertilité naturelle, et nos résultats en fécondation in vitro, c'est très très important parce que ça va faire partie des facteurs forcément bienveillants pour la prise en charge. On arrive au terme de notre émission. Je vous remercie chaleureusement pour votre participation active. Je rajouterai que si les personnes qui ont visionné cette vidéo ont apprécié cette vidéo, qu'ils n'hésitent pas à la partager, notamment avec la chaîne YouTube de la SMR. Dont le lien sera. Voilà, partageons le plus possible. Je vous laisse retrouver cette émission sur tous les réseaux. À très bientôt. Merci Sandrine. Au revoir. Au revoir.